Et bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisque c'est l'interview de Gladys qu'on va écouter bien attentivement aujourd'hui. Et donc Gladys, on s'est connu en fait par la vidéo d'Ingrid, qui est une maman qui a vécu le placement abusif de ses enfants et qui d'ailleurs, bien depuis le fait qu'elle ait pu témoigner, parce que témoigner c'est une véritable thérapie, on va en parler, eh bien, du fait qu'elle ait pu témoigner, il y a des choses qui se sont débloquées et elle peut voir ses enfants. Alors, elle les a pas encore chez elle, mais elle peut les voir. Et donc, ça, c'est quelque chose de très positif. Donc, le fait d'exprimer les choses, de se montrer visible, ça permet vraiment de travailler sur toutes les injustices et les maltraitances du système actuel. Alors, je vais te présenter à Gladys. Donc, je t'appelle Gladys Riffard. On te connaît sur les réseaux sociaux dont Je défends mon enfant. Vous avez tout dans la description. Et aujourd'hui, eh bien, je vais te poser des questions pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Pour ceux qui ne te connaissent pas, de savoir pourquoi tu as envie de témoigner aujourd'hui et quelle est ton histoire de maman. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Céline, merci de me donner la parole. En effet, j'ai fait appel à toi quand j'ai vu le témoignage de Ingrid sur les placements abusifs, puisque c'est une cause, un sujet qui me parle, étant maman désenfantée, moi, suite à des plaintes contre inceste. Et, euh, et aujourd'hui, dans le combat que je mène, je fais une thérapie, différentes thérapies, mais des thérapies que tu fais intragénérationnelles. Donc, j'étais très intéressée de pouvoir discuter avec toi, comme tu dis, parce que ce témoignage permet de guérir beaucoup de blessures que nous avons. Et, euh, et je voulais également témoigner pour informer aux mamans victimes comme moi, qu'elles ne sont pas seules et que c'est important d'informer, d'expliquer ce que nous vivons pour que les gens euh, soient au courant de ce qui se passe au niveau judiciaire en France sur la protection de l'enfance, mais aussi pour nous, pour pouvoir surmonter cette épreuve vraiment difficile qu'on mène dans la vie. Merci Gladys, oui. Et c'est quoi ton histoire alors finalement? Parce qu'on a un petit peu discuté, j'ai eu brièvement quelques explications de ta part quand on s'est rencontrés et ton histoire, elle est quand même très traumatisante, je dirais, autant pour ta fille que pour toi. Et donc, c'est vraiment beaucoup de courage pour toi d'en parler. Et je pense que voilà, tu vas nous expliquer à partir de quand d'ailleurs tu as voulu sortir de l'anonymat. Et donc, à partir de quoi ça commence ton histoire difficile? À partir de quel événement? Voilà. Alors donc pour ceux en effet qui me connaissent pas encore, je suis maman moi depuis 2015. Euh, je me suis séparée, hein, je suis partie, j'ai quitté le père biologique de ma fille puisque la relation était déjà toxique. Et ma fille m'a fait des révélations d'inceste, de viol incestueux à ses 3 ans. Donc j'ai porté plainte tout de suite. Donc c'était le 6 août 2018. Euh, donc j'ai cru que c'était la chose la pire qui m'arrivait dans la vie, les révélations de ma fille, d'apprendre ce qui lui était arrivé. Et en fait, aujourd'hui, 4 ans après, je peux vous dire que non, c'était le début du cauchemar. Parce qu'à ça, c'est engendré toutes les procédures judiciaires, euh, les, les traumatismes à gérer de ma fille, euh, les, les, les difficultés à être crue. Euh, donc depuis 4 ans, en fait, où j'ai porté plainte pour inceste, ma fille ni moi ne sommes crus et nous sommes menacés, harcelés, intimidés, alors par bien sûr le père biologique et sa famille, mais aussi par les gendarmes qui ne nous prennent pas du tout au sérieux et qui sont plutôt intimidants. J'ai rencontré également des difficultés ensuite au niveau des avocats. Très difficile de trouver un avocat.
Voilà, ce ne sont ou pas des sujets qui les intéressent, donc c'est quand même alarmant, ou alors ils ne prennent pas l'aide juridictionnelle, ou Mhm. bien même quand on arrive à en trouver un, ils nous ponctionnent financièrement, c'est énorme, mais en plus de ça, sincèrement, nous ne sommes pas plus défendus que ça et il n'y a pas de résultat. Et après, nous avons des difficultés auprès des magistratures, des juges. Voilà, parce que sincèrement, ils ne sont ni impartiaux, ni ils cherchent la vérité. Franchement, on est incriminé avant tout jugement. Enfin, c'est horrible la pression que l'on vit. Donc moi, ben, en fait, ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que j'ai eu une très bonne éducation, j'ai fait des études, j'étais autonome, je m'assumais financièrement. Mais suite à ça, j'ai dû quitter mon travail. Euh, je me suis éloignée de mes amis. Voilà, parce que on est tellement pris dans cet engrenage nuit et jour à gérer son enfant, à se gérer nous aussi, hein, et puis à gérer les procédures judiciaires, qu'on n'a plus le temps d'accorder des, des moments plaisir avec notre entourage. Au contraire, je suis en contact avec des associations, avec des mamans victimes. Enfin voilà, notre environnement familial change. Moi, j'ai quand même la chance par rapport à d'autres mamans avec qui je suis en contact, d'être vraiment soutenue par mes proches, que ce soit mon mari, ma famille ou mes amis. Quand même, j'ai réussi à garder un cercle familial. Mais à côté de ça, donc j'ai déménagé, on a quitté tout, on a perdu tous nos repères avec ma fille. Et là, ça fait 4 ans que je me bats pour la protéger et, euh, et que, ben, sincèrement, après avoir fait de la prison, on m'a séparée de ma fille, on m'a enlevé l'autorité parentale. Euh, euh, la santé, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'on a besoin de thérapie et que j'avais fait appel à toi, Céline, parce que bah, la santé, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, euh, elle est mise à néant. Et je me suis rendu compte que et qu'il y avait beaucoup bon, ça ce sera un autre sujet qu'on abordera, mais beaucoup de schémas répétitifs qui se passaient Mhm. dans ma famille et que j'aimerais justement guérir, enfin, guérir au niveau intragénérationnel, au niveau de la lignée familiale et puis guérir au niveau de cette injustice que nous avons aujourd'hui. Mhm. Oui, et alors moi j'aime merci beaucoup déjà pour cette première explication. On va aller un petit peu plus loin parce que quand tu as l'habitude d'en parler régulièrement, bah tu parles de manière très globale et voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions derrière. Tu parlais que ta fille, donc à 3 ans, elle a révélé les choses. C'est quand même assez rare un enfant qui peut l'exprimer. Et sur ce, elle n'a pas été crue. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu la croire? Parce que souvent, on veut nous faire croire que, ben, en fait, voilà, les enfants, ils s'imaginent des choses. Donc, souvent, les problèmes d'abus sexuels sont souvent classés sans suite parce que, ben, on dit que la parole d'un enfant, finalement, ça vaut rien. On était dans cette génération-là, en fait, avant. Maintenant, c'est en train de changer. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, oui, je suis sûre que ma fille, ce qu'elle dit, c'est la vérité et que c'est pas une imagination de petite fille. Parce qu'on sait qu'avec le complexe de type, hein, les psychologues pourraient te dire, bah, c'est peut-être ce qu'elle aurait envie, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre et qu'elle transfère ça sur son père, ou voilà. Et comment toi, tu as pu la croire? Tu avais déjà un lien avec ta fille, une parole qui était déjà de maman ouverte par rapport à tout ça? Alors, en effet, et dans ce que je vais dire, je pense que les mamans qui vivent la même chose que moi vont se reconnaître parce que franchement, il n'y a pas besoin d'être professionnel et spécialiste, hein. Il y a des choses qui sautent aux yeux, surtout quand c'est nos enfants, quand c'est nos tripes. Mais c'est vrai que déjà, moi, c'était une enfant qui était quand même assez éveillée. J'étais sur une éducation positive, sur un apprentissage Montessori. Enfin, donc, voilà, je lui parlais pas comme un bébé. Je lui parlais avec des mots de son âge, mais on se parlait de tout. On parlait du corps. Euh,
je fais attention à ce que je dis, que ça se retourne pas contre moi. Attention, je n'apprenais pas la sexualité à mon enfant. Mhm. Voilà, j'apprenais simplement les parties de son corps, qu'elle connaisse, qu'elle puisse les nommer, qu'elle sache que c'est à elle, c'est qu'il y a des choses, des parties intimes qui lui appartiennent. Voilà, parce que même si je fais la toilette à ma fille, elle savait que je la touchais pour la toilette, mais sinon ça ne se fait pas. Enfin voilà, on avait abordé beaucoup de choses et je tiens justement à signaler qu'à l'époque, je lui disais tout le temps, ne parle pas aux inconnus. Et aujourd'hui, Mhm. j'en reviens et je veux vraiment faire de la prévention là-dessus par rapport au nombre de viols, mais incestueux qu'il y a, parce qu'en fait, ça arrive avec les personnes de confiance que l'on connaît. Donc, Mhm. la plupart du temps, ce sont les pères biologiques, mais ça peut être aussi les grands-parents, les oncles et tantes ou les amis proches. Donc, en fait, aujourd'hui, je reviens sur ce que je dis. Euh, c'est euh, c'est de, c'est même avec les gens de confiance, il n'y a pas de secret. Et je tiens à ce qu'un enfant aujourd'hui sache ce qui est interdit et ce qu'il a le droit. Euh, parce que Mhm. parce qu'on parle Mhm. des droits des enfants dans le monde où on est, mais c'est vrai que on ne le met pas du tout en place. Et donc, ben voilà, quand ma fille, en effet, m'a parlé de ça, je reconnais que j'ai fait un déni. Je n'ai pas voulu entendre ce qu'elle me disait tout de suite. Je lui dis, parce qu'en fait, voilà, je vais reprendre des mots de ma fille. Quand je la caressais suite à un retour de vacances de son père biologique, elle était en crise, elle n'était pas bien. Donc, je la caressais, je la détendais, on papotait, et elle me prend la main pour que je la caresse au niveau de son sexe. Alors, je dis, mais ma chérie, je dis, tu sais très bien que je ne caresse pas là. Elle me fait, mais papa le fait. Et là, tout de suite, j'ai dit, non, papa ne le fait Mhm. pas. Papa, mais en fait, mon cerveau a vrillé, a tourné, j'ai eu un blanc et je me suis dit, mais va plus loin. Pourquoi ta fille te dit ça? Demande-lui au lieu tout de suite de ne pas être à l'écoute. Alors en effet, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il fait, papa? Et elle m'a montré à l'âge du haut de ses 3 ans avec sa main les choses. Et là encore, moi, c'était tellement difficile à digérer que je me suis dit non, non, elle a dû voir ça à la télé. Son papa a dû peut-être regarder un film pornographique. Ou alors, euh, ou alors son papa était avec une fille et elle l'a vu. Enfin voilà, je ne voulais pas croire. Donc c'est très difficile. Euh, euh, Quand je l'ai cru, en fait, c'est malheureusement, euh, c'est, euh, il y a eu beaucoup de preuves jusqu'à ce que je la croie. Parce qu'en fait, Mhm. on ne veut pas se dire que c'est possible ce genre de choses parce que c'est inimaginable, c'est inconcevable, c'est trop douloureux. Donc, mais à force de discuter, avec l'entendre parler avec ses mots, il y a des choses qu'elle ne peut pas inventer. Et puis c'était spontané et tout s'enchaînait. Donc ça tenait la route. Voilà, on peut Mhm. pas se dire ah bah c'est une enfant qui qui pourrait chercher des soucis entre le papa et la maman et puis Mhm. qui est vicieuse et qui va. Non, à cet âge-là, c'est pas possible malheureusement. Ouais. Donc je suis sûre que des mamans comme moi se reconnaîtront parce que du moment où on se rend compte que c'est vrai, c'est tellement douloureux que non, on ne ment pas quand on le dit. On ne porte pas plainte pour embêter la partie adverse. Non, malheureusement. On porte plainte parce que on se dit, mon Dieu, euh, comment on va faire qui va me croire déjà? Mhm. Déjà, on se dit. Et donc c'est pour ça que moi je faisais des enregistrements vocaux de ma fille quand elle me parlait, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais dire ça à ma famille? Mhm. Déjà, j'avais tellement peur de faire souffrir mes parents en leur disant ça parce que c'est traumatisant, c'est un choc, euh, donc non, malheureusement, je l'ai cru, mais parce que et puis en plus après, en vivant avec un enfant, un enfant, une psychomotricienne pourra le dire, gestuellement s'exprime. Hein? Mhm. Donc, on voit qu'elle est dérangée, qu'elle ne veut pas en parler. On voit parce qu'il y a un moment après, quand elle a compris que c'était interdit, que c'était pas bien, que ça allait être difficile à gérer, elle ne voulait plus en parler. Non, non, mais
vous voyez, elle en était même gênée, même à se culpabiliser, j'imagine, parce qu'en se disant, ben voilà, parce que nous, en tant que maman, on se culpabilise en disant, mince, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, à côté de quoi on est passé pour que ça soit arrivé. Et donc, je pense que ben Mhm. l'enfant, un pédopsychiatre le dira très bien, hein, un enfant qui vit ça, je pense qu'il se remet beaucoup en question. Mhm. Donc, donc voilà. Donc, il y a des symptômes qui sont révélateurs d'un traumatisme qui arrive. Donc, il y a plein de signes. Mhm. Sincèrement, C'est ça. euh, quand on ne me croit pas, alors qu'il y a les dessins, il y a les gestuels de l'enfant, il y a un enfant. Euh, Quand je parle de symptômes révélateurs, sans connaître toutes les mamans à qui c'est arrivé, mais quand j'ai Ça se créé mon rejoint. association, voilà, on a toutes vécu les mêmes choses. L'enfant qui ne mange plus, l'enfant qui se ronge les doigts, l'enfant qui ne dort plus. Elle refaisait pipi dans sa culotte, elle remettait des couches. Euh, Mhm. Elle faisait des crises, mais pas des crises d'un enfant qui est normal, qui est pas content. Non, c'est des crises, mon Dieu. Euh, Moi, j'ai eu des témoignages de mamans, d'enfants qui se tapaient la tête contre les murs, qui se mutilaient. Euh, Mhm. on voit la détresse, le corps s'exprime. Voilà. Donc, non, il y a des choses qui, on ne peut pas. Et puis l'enfant qui parle. Là, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a changé. On libère la parole des enfants. Il y a eu le hashtag #MeToo. On en parle de plus. Mais je pense que non, les enfants ont toujours parlé. Et que Mhm. d'ailleurs, je suis en contact avec des femmes aujourd'hui, mais qui ont été enfants et violées, hein, incestueusement, et qui le disent. Oh, ta fille a de la chance parce que tu la crois. Moi, on ne m'a pas cru. Mhm. Et pendant des années, Ok. elles vivent avec ça et elles font des thérapies avec ça. Puis après, il y a toutes les conséquences de vie de femme derrière, hein. C'est horrible. Oui, C'est tout à fait. horrible. Donc voilà pourquoi, avec plusieurs mamans, je me bats pour la parole que la parole de ma fille et la parole des enfants soit crue. Voilà. Oui, tout à fait. Et qu'on arrête Et de faire des déni. ouais. Ce que tu as dit, c'est vraiment important, hein, parce que justement, comme le fait d'avoir des signes, ça ne ment pas et tu as été entouré de professionnels. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as été chercher une confirmation aussi à l'extérieur. C'est pas juste quelque chose, c'est tout un travail de recherche. Et d'ailleurs, tu as eu beaucoup de courage et le courage bah, de sortir du déni. Donc, le déni, ça fait partie du mécanisme de survie parce que on sait très bien que si on révèle quelque chose, ça va être le chaos. Et l'inconscient, il aime pas le chaos, il aime pas le changement, surtout qu'en plus, on n'est pas sûr d'être soutenu et qu'on sait pas vers quoi on va. On est dans de l'inconnu. Donc, le déni, c'est quelque chose qu'on vit tous, mais à un moment donné, le courage, l'étymologie du mot courage, c'est agir à partir du cœur. Et justement, bah, le cœur de la maman, c'est de protéger son enfant, essayer que son enfant soit le mieux possible et bon, de pas répéter justement ce qu'elle a déjà vécu comme traumatisme. Et donc, vraiment bravo à toi et de soutenir aussi les autres mamans parce que c'est pas non plus d'être dans le jugement, de dire les autres étaient dans le déni. Pourquoi? C'est aussi de comprendre aussi que tout le système extérieur est là pour favoriser ce déni Oui. parce que dès qu'on sort d'une case, dès qu'on est atypique, dès qu'on a vécu quelque chose de différent, oh là mon Dieu, bah, comme tu l'as vécu, ça se retourne contre soi. Et donc, bah, tout est fait pour que justement on reste dans ces mutismes, hein, ce mutisme collectif que d'ailleurs on a beaucoup revu au niveau de tout ce qu'on a vécu ces dernières années, hein, qui est vraiment lié aux abus, puisque quand on met le masque, c'est pour empêcher hein, de Oui. s'exprimer, justement. Ça veut dire taisez-vous Exactement, maintenant. on en revient tout à fait à ça, à cette soumission, à cette interdiction Mm, de s'exprimer. Et aujourd'hui, justement, euh, moi qui n'étais pas du tout quelqu'un de procédurière ou de, ou de révolutionnaire, hein, si tu veux, aujourd'hui, dans le combat que je mène pour protéger ma fille, je me rends compte que les femmes et les enfants, dans la société où on est, mais nous ne sommes pas crus, on est vraiment mis au plus bas, mhm, on régresse, on est vraiment dans un monde patriarcat. Alors, ça fait aborder beaucoup de sujets, mais c'est vrai qu'en 4 ans, ben, je me suis rendu compte malheureusement de beaucoup de choses, parce qu'une fois qu'on prend conscience des choses, on est obligé de faire des choix. Ou alors, on les accepte, hein, et puis on préfère mhm. faire promis. Ou alors, en effet, on ne peut pas se taire.
Et ben voilà, moi, j'en suis là aujourd'hui. Et justement, sans, sans vouloir inciter, sans vouloir dire que j'ai la science infuse, mais, euh, mais je pense qu'il est important pour l'avenir de nos enfants, pour demain, parce que eux sont courageux quand ils parlent. Donc, faut aussi que nous, on puisse suivre derrière et parler aussi en leur nom, aller plus loin. Hein. Parce que Mhm. je vois bien toutes les intimidations que j'ai vécues, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit dans l'entourage, parce que même l'entourage, au départ, me dit, mais non, mais ce n'est pas possible. Ou alors ceux qui connaissent le père biologique, oh, mais non, mais pas lui. Ah ben, Mhm. non, bien sûr, pas lui. Même moi, je ne le savais pas. Je l'ai Mhm. aimé, je lui ai fait un enfant. Non, si c'était marqué sur le front, ce serait tellement plus simple. Mais, Mhm. euh, mais voilà, non, il faut qu'on se justifie, il faut qu'on reste crédible, parce qu'on est jugé, Mhm. alors que eux, euh, aucun interrogatoire, aucune garde à vue. C'est tellement plus facile de dire, ah ben non, c'est pas possible. D'aller Mhm. interroger, poser des questions là-dessus, C'est ça, c'est ce c'est que, difficile à comme tu entendre. le dis, hein, c'est plus facile parce que du coup, quand on est dans le déni ou qu'on accuse la victime, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc typique du jeu de pouvoir, c'est la non-prise de responsabilité. Parce que si les gouvernements devraient prendre leurs responsabilités, bah, ils devraient faire des thérapies sur la famille et sortir aussi de ce jugement parce que c'est pas facile à entendre, mais moi, dans les constellations familiales et systémiques, bah, en fait, si tu veux, nous, on n'a pas de jugement du tout, et donc on est là pour réparer. Et donc, on va pas Oui, dire le pédophile, bah, c'est une mauvaise personne. On va dire il y a eu un acte qui, je le rappelle, était un crime, hein, selon la loi. Après le meurtre, c'est le viol. Donc, quand on le prend pas comme tel, bah, il faut quand même se remettre en question parce que c'est quand même c'est quand même catégorisé comme un crime. Et ça, souvent, les gens ne le savent pas ou ne l'entendent pas. Et donc, on pourrait, en fait, en sortant de ce côté c'est bien, c'est mal, on pourrait vraiment être dans un travail de le comportement là a causé des choses, on est dans la réparation et on met face à la responsabilité la personne qui a commis l'acte. Mais ça, comme le système est plutôt euh, pas pour travailler profondément cette problématique, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme quelqu'un qui est dans le travail et qui vit le harcèlement. Hein. On préfère harceler la personne qui montre le problème, le haut de l'iceberg. C'est beaucoup plus facile, comme tu le dis, de faire ça plutôt que d'aller chercher en profondeur les causes du problème, qui sont aussi des causes liées à système sectaire, religieux, publicitaire et toutes ces choses-là aussi. Et comme tu l'as dit aussi, dans le système familial, il y a aussi des redondances qui sont là. D'ailleurs, il y a des pays, alors je ne sais plus lequel, où quand il y a des problèmes graves comme ça, même des meurtres ou quoi, on appelle des facilitateurs en constellation familiale pour travailler sur tout le système familial. Voilà, donc c'est possible de vraiment faire ce travail-là, mais bien sûr, dans notre société là, européenne, française et belge, tout ouais. ça, on en est très très loin, parce que pour l'instant, on est toujours dans le côté de la cour de récréation où bah c'est celui qui exprime le problème, qui est le problème, et on va pas aller chercher plus loin. Donc oui, c'est la facilité en fait, hein, la non prise de responsabilité qui est quand même la première caractéristique de la manipulation mentale. Ça, il faut quand même le savoir. Quand quelqu'un prend pas sa responsabilité, on est dans un problème de jeu de Les- pouvoir et de manipulation. Et voilà. Exactement. Et donc, toi, tu as pris ta responsabilité. Alors, certainement que, ben, comme toutes les personnes à qui ça tombe, bah, tu connaissais pas parce que tu parlais de procédure, donc tu ne savais pas dans quoi tu allais, donc tu as certainement découvert ce qu'il fallait faire et donc quand tu es dans ce système judiciaire, finalement, bah toi, tu n'as pas les bons outils. D'ailleurs, avant que j'oublie, en parlant d'outils, tu parlais le fait de donner des outils à l'enfant pour qu'il se protège. Et sur le site, alors je vais le mettre ici, qui est sorti dans prise.com, eh bien, à l'onglet abus sexuels, vous avez, moi j'ai fait un article avec d'autres personnes, on a créé des outils où il y a 7 outils qu'on peut donner aux parents qui sont très très simples pour apprendre justement à dire non, à protéger son corps, à savoir ce qui est juste ou pas. Et ça, bah, c'est pas des choses qu'on va dire à l'école justement, et c'est Non, bien c'est dommage. dommage. Donc voilà, je le mettrai aussi dans le lien et c'est Merci, vraiment ouais, pour les super. professionnels, pour les parents, parce que finalement, nous on s'est rendu compte bah, dans le milieu sectaire que
on remet la responsabilité aux parents en disant, ben, c'était à vous de protéger vos enfants. Seulement quand tu les protèges, il t'arrive beaucoup de problèmes. Et donc, la prévention, tout petit, effectivement, de lui apprendre les parties de son corps qui lui appartiennent et ce qui doit ou pas se faire selon son consentement, hein, le vrai consentement, pas celui qu'on veut nous faire croire, soi-disant éclairé. Alors, par rapport à Parce ce que que tu dis, oui, Oui, parce qu'en parlant de ça, justement, il y a il y a Muriel Salmona qui est engagée pour cette cause et justement qui, pareil, a sorti des livres, a sorti ou des PDF que l'on peut aller sur son site, justement pour prévenir, pour aider les enfants victimes de tout ça. Parce que c'est super. vrai que quand moi j'ai appris ça pour ma fille, parce que là on parle de toutes ces procédures et tout ça, mais quand même on est d'accord, moi ma priorité c'était le bien-être de mon enfant. Donc je me suis dit, comme je croyais en la justice et en la protection de l'enfance, je vais faire appel à eux parce qu'il est important que mon enfant soit reconnu victime pour Mhm, pouvoir guérir de ce traumatisme. bien Et sûr. en 4 ans, n'y arrivant pas, au contraire, ce qui est encore plus frustrant pour une enfant de ne pas être crue, j'ai fait appel justement à ces thérapies, à différentes médecines douces, hein, et Mhm, dont celle dont tu parlais tout à l'heure, ces thérapies intragénérationnelles avec les constellations familiales, parce que il est important pour elle de guérir de ce traumatisme. Donc, n'ayant pas été reconnue victime, n'ayant pas sa parole n'ayant pas été crue, il y a tout un travail inconscient à faire sur elle pour pas qu'elle répercute toutes les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, on parle euh, d'un enfant, aujourd'hui elle a 7 ans, voilà, qui a été violée incestueusement. Mais je pense également à toutes ces jeunes adolescentes ou ces femmes qui sont violées et que avant de les croire, on va leur dire oui, mais tu étais habillée comment? Ah, mais tu l'as bien mhm, cherché. Ah, mais qu'est-ce que tu faisais là? Ah, ben c'est ton mari. Ah, bah tu te débrouilles avec. Non, mais c'est grave. C'est mhm. grave aujourd'hui dans le système où on est en tant que victime. Avant de, il faut se justifier, il faut expliquer plein de choses avant d'être cru, tout simplement, et d'aller voir la personne accusée et d'aller la questionner, en savoir Mhm. plus. Tout à fait, tout à fait. Et tu parlais avant que ta fille et d'autres enfants ont eu des réactions assez graves, de se taper la tête contre les murs, ces choses-là. Il faut savoir que quand une personne est abusée, ça attaque son système hormonal. Et on sait que chez les femmes, les hormones fonctionnent de manière plus fragile que chez les hommes. Et donc, ça crée des maladies, des désordres psychologiques très, très importants. Et ça, c'est des choses qui ont été reconnues, hein. Il y a, je crois que c'est Evelyne, mais je ne sais plus son nom, qui a écrit un livre sur les traumas. Joss, je crois, qui a écrit un livre sur les traumas et qui explique aussi pas mal de choses par rapport à tous ces traumatismes qu'on peut vivre et les répercussions effectivement psychologiques et physiologiques qui ne sont pas pris en compte par la société parce que il y a tous ces soins-là aussi prennent énormément de temps et des fois même toute une vie hein, pour certaines personnes. Hein. Ouais. Et Donc, il n'y a rien oui, qui est pris en charge par notre bien société, sûr. justement, parce que ça a un coût financier, hein. Je Mhm. parlais tout à l'heure des honoraires d'avocat, mais moi, tout, tout le coût que j'ai pour aller voir une naturopathe, une psychomotricienne pour ma fille, enfin voilà, tout ça, parce qu'elles sont victimes à 100%. C'est comme si Mhm. on avait eu un accident de la route, que quelqu'un les avait renversées et que physiquement, il fallait. Donc là, ce serait pris en charge. Alors que là, Mhm. comme ça ne se voit pas, ce n'est pas visible, il n'y a rien qui est pris en charge. Mhm. Mais alors que c'est énorme parce que les professionnels de la santé qui sont spécialisés dans cette cause-là le diront. Ça a des répercussions, mais toute la vie. Donc, Mhm. c'est comme tu parlais, ce crime-là est grave parce que, voilà, je suis pas quelqu'un qui reste dans la colère, dans l'histoire de me venger, non, parce que voilà, j'ai cette philosophie, cet état d'esprit qui fait que chaque épreuve euh, nous permet de grandir, d'apprendre des choses ou de guérir, justement. Donc, je suis plus dans le pardon, mais par contre, il faut remettre les personnes à leur place. Il Mhm. a commis un crime, ma fille est une victime. Voilà, je ne Mhm. cherche pas à me victimiser à quoi que ce soit, mais simplement que chacun prenne son rôle à sa place Mhm. et son jugement. Tout à fait.
Et alors, dans ton parcours, ce qui est quand même incroyable, c'est que toi, tu as fait 6 mois de prison. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, si tu as envie de le faire, et puis comment tu as vécu, parce que c'est quand même un revirement de situation qui est plutôt difficile à croire, en fait. Voilà, pour Oui, nous, de l'autre côté, c'est pas logique. voilà, en, pour vouloir protéger mon enfant, hein, comme d'autres mamans, j'ai fait des non-représentations d'enfants. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas remettre ma fille à son père violent, incestueux. Alors, parce que dans le système où l'on est, il faut savoir qu'on porte plainte pour inceste, mais monsieur a des droits de garde. On parle des droits de monsieur. On oublie les droits de Mhm, l'enfant, hein, qui ne veut pas y aller, mhm, on ne l'entend pas. Monsieur a des droits, donc c'est comme ça. Il aurait fallu que je remette ma fille à son bourreau. Enfin voilà, mhm, pour moi, c'est inconcevable, comme beaucoup de mamans. Il y en a qui le remettent parce que, bah voilà, sinon qu'est-ce qui se passe? On est mis en garde à vue, on va en prison. Donc en fait, voilà, je suis allée en prison. Je tiens à le dire, j'ai fait 6 mois de prison avant tout jugement, qu'il y ait un procès, hein. d'accord. Je suis quand même un casier vierge. Il y a quand même présumée innocente. Donc j'attendais moi de passer au devant justement ce tribunal correctionnel pour expliquer l'état de nécessité que c'était un moyen de protection pour ma fille puisqu'il y avait un réel danger Mhm, et pour pouvoir justifier ces non-représentations d'enfants. Parce que, comme je leur ai dit, ce n'est pas que je n'ai pas peur de la justice, hein, parce que les juges, les procureurs qui m'ont acculé, ils m'ont dit, ah, je dis non, non, ce n'est pas que je n'ai pas peur de la justice, bien au contraire, j'en ai peur, et puis croyez-moi, la prison, j'en ai peur aussi. Je dis, mais j'ai plus peur de ma conscience. mhm, Moi, je ne peux pas dormir en me disant que ma fille est là-bas et qu'elle peut être traumatisée, parce que oui, même si ça le calme un petit peu et qu'il arrête euh, les attouchements sexuels, les viols, mais il y a toute une manipulation perverse de ces personnes-là qui peuvent manipuler et se mettre sous emprise sous un enfant. Donc, et ça, le juge Édouard Durand, hein, qui est président de la Civise, l'explique très bien ce qui se passe pour toutes ces mamans-là. Donc oui, j'ai fait de la prison. Je ne suis pas la seule. Il y a Séverine Rava aussi, de la maman d'Amoris, qui a fait comme moi, qui était partie, elle en Italie, moi en Espagne. Elle a fait 6 mois de prison aussi. Et aujourd'hui, je tiens à en parler aussi parce qu'aujourd'hui, à Toulon, il y a le procès d'une maman qui s'appelle Priscilla. C'est la maman de Camille. C'est une ancienne militaire qui, elle, a fui pendant 11 ans. mhm. Elle vient d'être extradée en 2022, cette année-là, de Suisse, et elle est en prison 11 ans après pour avoir protégé son enfant. Cette fille qui a 16 ans quand même, Mhm. qui aujourd'hui ne veut toujours pas voir son père, qui, elle, est placée. Voilà, donc on est plusieurs mamans à faire ou des gardes à vue ou des prisons. Et puis moi, bah, pendant que j'étais en prison, euh, on m'a on m'a notifié d'un arrêt qui a été rendu par défaut, puisque je n'ai pas été convoquée, je n'ai pas pu aller à cette audience, où on donnait l'autorité exclusive au père biologique. Alors ma fille, je précise, elle a 7 ans, elle n'a Mhm. pas vu son père depuis 4 ans, plus de la moitié de sa vie. Mais il faudrait que je ramène ma fille chez lui, alors qu'elle ne Mhm. le veut pas, alors que j'ai des preuves médicales, hein, qui attestent ce que dit ma fille, mais on ne nous écoute pas. Donc, je risque de refaire encore 18 mois de prison si ma fille ne retourne pas chez lui. Mais c'est horrible. Et ça, je suis en contact avec plein de mamans ben, qui vivent ça. Ce qui est grave, c'est que je ne suis pas un cas isolé. Et, Mhm. euh, et quand, euh, et quand on, on ne résiste pas comme moi, vraiment frontalement, et qu'on cède, qu'on va dans leur sens, eh ben, ces mamans sont comme moi, sont désenfantées parce qu'on place les enfants. S'ils ne Mhm. sont pas remis au père incestueux, ils sont placés. C'est-à-dire Mhm. que bah moi, je pense à Pauline Bourgoin qui met beaucoup de choses sur Instagram et sur Facebook. C'est une maman exceptionnelle dans la douceur. Enfin, on le voit dans les photos. Elle écrit des poèmes tous les jours pour son enfant. Son enfant a parlé, elle avait 2 ans et demi.
on lui a placé son enfant. Mais où est l'intérêt de l'enfant? Elle est où la protection de l'enfant? Pourquoi l'arracher de sa maman, quoi? Euh, Même si on va faire une enquête, une instruction pour voir, pour essayer de chercher la vérité, hein, c'est quand même le but. Euh, Qu'est-ce qu'on reproche à la maman? C'est horrible. Et ces enfants, bah, c'est double peine pour eux, comme Grain de Sable l'a écrit dans une vidéo, dans un montage vidéo. C'est double peine pour les enfants. Parce que cette prison, excuse-moi parce que je m'éparpille, mais pour répondre à ta question, c'est 6 mois de prison que j'ai vécu. C'est un nouveau un choc traumatique pour ma fille et pour moi, parce qu'elle est totalement dans l'insécurité, du coup, inquiète pour sa maman, et moi, je l'ai très, très mal vécu parce qu'on est totalement déshumanisés, comme des bêtes. Bah, comme toi qui es un chien, moi qui adore les animaux, je ne ferais même pas vivre ça à un animal. Mais en fait, franchement, j'ai l'impression que c'est une volonté de nuire. Ils nous détruisent, ils nous pressent comme du citron. C'est horrible. J'en suis sortie, merci, hein, grâce à un miracle, sincèrement, parce que franchement, ce n'est pas, on ne s'en sort pas comme ça, on n'en sort pas indemne. Et, et il y a des séquelles là-dessus, quoi. Donc, c'est en plus difficile, tu vois, de continuer le combat, parce qu'au bout d'un moment, ben, moi, j'ai plein de mamans qui ont fait des tentatives de suicide, qui, comme moi, ne dort plus, ne mange plus, hein, parce que j'ai maigri, parce qu'on ne dort plus, parce qu'on n'arrive plus à… Le mental prend le dessus. J'ai des mamans qui dépriment, qui sont en totale dépression. Et après ça, comment on peut récupérer notre enfant? Parce qu'on perd tout. On ne travaille plus, on ne dort plus, on mange plus, on déprime. Donc après, bah oui, on n'est plus apte à s'occuper d'un enfant. Donc moi, je fais tout et j'ai la chance énorme d'être soutenue par, c'est ce que je te disais, par mon entourage, parce que ça fait toute la différence. Et c'est mes piliers. Et je fais attention à avoir une bonne hygiène de vie, à avoir des coachs, des thérapeutes comme toi, parce que ben, c'est important que je tienne debout, parce que ma fille a besoin de moi. Donc, je peux pas plier, si tu veux. Mais, la vie m'a donné les capacités peut-être de pouvoir surmonter ça, mais tout le monde n'a pas ces capacités, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, ben moi, par le biais de mon association, je récolte énormément de témoignages. Mon association, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de juriste, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de, ce n'est que moi, mais ne serait-ce que d'écouter les mamans, de leur dire qu'elles ne sont pas seules, et c'est pour ça que je médiatise aujourd'hui, je fais ce témoignage à vue, parce que je veux leur donner de l'espoir, leur dire tenez le coup, vous n'êtes pas seuls, mais de toute façon, pour nos enfants, il ne faut pas qu'on accepte l'inacceptable qu'on nous fait subir, quoi. Accepter que notre enfant retourne chez un père incestueux, fermer les yeux parce que on nous fait croire que les juges ont tout pouvoir. Comment ça se fait qu'une personne, un juge, en huis clos, hein, c'est huis clos, c'est-à-dire que ce n'est pas des audiences publiques, ils ils peuvent décider de la vie de nos enfants et de nous condamner. Non, dans ce cas-là, moi, je veux un jugement équitable, un jugement par le peuple, comme il y a dans les cours d'assises, que ce soit ouvert, qu'on puisse entendre, qu'il y ait l'opinion publique. Comment une personne peut, sachant que, par exemple, je parle du juge de Dijon, qui a vendu son enfant, je ne sais pas si tu connais cette histoire, il avait vendu son enfant sur des sites pornographiques, hein, et bien ce juge-là, on lui a pas retiré la garde de son enfant, il est rentré avec un bracelet chez lui, et il continue d'être juge. Mais, et c'est ça notre justice française. Mais c'est grave. Et c'est pour ça que je veux informer les citoyens de ce qui se passe. Parce que tant qu'on n'a pas affaire à la justice, on ne sait pas ça. On nous fait croire à beaucoup de choses, hein, comme on nous fait croire à la liberté d'expression, on nous fait croire à la démocratie. Non, on est dans un état totalitaire. Il faut le dire. C'est très, très important ce que tu es en train de dire parce qu'en plus, ça s'aggrave avec tout ce qu'on voit comme loi qui essaye de passer.
Mais du coup, est-ce que quand on a un problème comme ça, c'est une bonne idée de s'orienter vers la justice et la police? Ça, c'est vraiment une question à se poser. Parce que finalement, bah, on est vraiment dans le triangle de Cartman où le sauveur devient le persécuteur, soit en ne faisant rien, soit en faisant comme pour toi l'inverse. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que tu as été en prison de manière complètement illégale. Donc, ils ne suivent, et ça, c'est tout à fait ce qui se passe dans tous les milieux sectaires, hein, c'est qu'il y a des règles, mais qui ne sont jamais suivies par Non. les personnes qui les ont érigées et qui sont suivies quand ça arrange, comme ça arrange. Donc, on est dans quelque chose qui est tout à fait incohérent et qui amène donc, du coup, bah, au totalitarisme, comme tu l'as exprimé. Et en dehors de tout ça, eh bien, tu l'as dit avant, c'est que tu fais un travail spirituel. Et donc, du coup, tu as pris conscience qu'il y a quelque chose qui est au-delà de cette matérialité. Donc, ce que tu vis, c'est, on va dire, la manière de faire et la maltraitance, la manipulation, tout ça, ça, on est vraiment dans, dans bah, la visibilité de ce système et peut-être que finalement ce que toi tu vis et d'autres en l'exprimant, bah, ça montre ce que d'autres personnes ne veulent pas voir, peut-être de manière aussi en étant dans le déni, parce que si on voit comment fonctionne le système judiciaire, bah, ça remettra en question beaucoup de choses aussi hein, pour le Ouais. lambda, les gens qui travaillent et qui disent merci au système parce que finalement ils auraient peut-être plus envie de nourrir ce système, hein, que ce soit financièrement ou d'une autre manière. Et donc dans ton travail spirituel, où est-ce que tu en es, toi? Où est-ce que tu te situes? Sans tomber non plus dans, tu sais, moi j'entends beaucoup dans le développement personnel des gens qui disent, bah voilà, on a fait une expérience sur Terre, si on avait vécu ça, c'est qu'on l'avait décidé. Alors là, ça renvoie encore plus à la personne qui a été victime de l'abus, bah c'est de ta faute, hein, de manière très spirituelle. Donc ça, c'est des phrases que moi je déconseille complètement. Si un jour quelqu'un vient me dire, bah oui, finalement, maintenant que je vais bien, j'ai vécu une expérience, c'est OK, mais que quelqu'un le dise à la place, pour moi, c'est clairement de l'abus. Hein. C'est une manière encore de confirmer en fait cette maltraitance. Et donc toi, dans ton travail spirituel, où est-ce que tu en es? Où est-ce que Alors tu te moi, situes? je le prends plutôt sur parce que du coup, euh, le fait d'avoir commencé cette thérapie, on va dire, j'ai discuté avec ma famille, avec mon entourage, donc avec ma maman, mon papa, mes grands-parents, ma cousine, enfin voilà. Et je me rends compte qu'il y a des choses répétitives qui se passent, euh, des- même à l'époque de ma grand-mère, hein, c'est pas si vieux que ça, mais ma mamie a été violée pendant son enfance, mais sauf qu'on n'en parlait pas à cette époque. C'était, on va dire, pratiquement normal, quoi. Mhm. Euh, et puis après, on a des relations, on attire des relations hommes-femmes qui sont, comme je parlais, toxiques, qui sont difficiles Mhm. parce qu'il y a une autre emprise qui se fait, même si on n'est pas violé, c'est une autre perversion. Donc il y a, euh, voilà, moi aujourd'hui, je suis mariée, suite à ces thérapies, j'ai une relation stable avec un mari que j'adore et qui est un excellent papa avec ses filles et avec la mienne. Mais voilà, le père biologique avec qui j'ai eu ma fille, ben, je me suis dit, je répercutais encore des Mhm. relations, des schémas, et je travaille tout ça parce que, comme les pédopsychologues le disent, les pédopsychiatres le disent, les enfants qui ont vécu des viols vont avoir des relations de femmes difficiles, parce qu'il faut reprendre confiance en soi, il faut s'estimer par rapport à les relations hommes et femmes. Donc moi, je veux travailler tout ça pour pas que ma fille ait encore ce bagage à travailler et qu'elle ait encore des difficultés. Par exemple, un mari qui Mhm. pourrait, parce qu'aujourd'hui, les violences conjugales, mais mon Dieu, mais il y en a. Comment ça se fait qu'il y en ait autant, qu'il y ait autant de féminicides, encore une fois? Mhm. Donc voilà, je travaille ça pour moi, bien sûr, mais je le travaille aussi parce que je sais que ça aura des répercussions sur l'avenir de ma fille et puis des répercussions sur mon environnement familial, hein, Mhm. parce que les dommages collatéraux aujourd'hui sont pour tout le monde, hein, parce que tout le monde est malheureux de cette situation. Et le fait de nous de travailler, de vivre mieux les choses, de les appréhender, et puis surtout de les assumer, on peut faire changer les choses. Donc du coup, ça fait changer également sur notre famille. Donc voilà. Tout à fait, c'est ça. Donc en fait, toi, tu as pris conscience que il y a des choses qui sont cycliques
Et d'ailleurs, en constellation, on parle toujours au niveau systémique du fameux. Alors, il y en a qui l'appellent le mouton noir ou le vilain petit canard. Hein. C'est la personne de la famille qui ne fait pas comme les autres. Et en fait, ben, derrière ça, elle est en train de réparer plein de choses dans la famille. Et bah, plus c'est fort et au plus, bah, il y a beaucoup de choses à aller gratter derrière. Bien sûr, pas pour culpabiliser les personnes, mais pour faire des réparations. Et donc, en fait, au moins, on le voit et au plus, c'est un peu comme le galet que tu envoies dans l'eau. Et en fait, au plus, la vague, elle va devenir forte Ouais. jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui se réveille. Hein. C'est ça, le déni, c'est on peut être dans le déni, mais à un moment donné, on peut plus. On peut plus. Et pourquoi on peut plus? Bah, parce qu'il y a le côté émotionnel, justement, qui est là, que les pervers narcissiques n'ont plus. Eux, ils sont complètement fermés de côté émotionnel et n'ont pas Non, d'empathie. aucune empathie, ouais. Voilà. Et donc, eux, bah, ils sont là pour révéler aussi pas mal de choses. Mais voilà, en attendant, il y a un travail sur ça à faire. Donc, merci beaucoup pour avoir exprimé tout ça. Et alors, pour finir, quelles seraient tes attentes? Parce que, voilà, quelles sont tes attentes personnelles par rapport à cette interview, de manière collective aussi? Alors, j'espère justement avec par cette interview, sur ta chaîne, avoir de la visibilité parce que malheureusement, depuis 4 ans où je cherche à médiatiser, ben, tous les rédacteurs nous ferment la porte dès qu'on parle de pédocriminalité ou d'injustice. Mhm, J'ai connu la censure, c'est-à-dire que euh, en balançant des vérités sur les réseaux sociaux, on nous clôture les comptes, ça dérange. mhm, Euh, donc voilà, je cherche le but en fait, c'est de pouvoir informer et d'éveiller le plus de personnes possible parce que pour faire changer les choses et puis pour donner du courage à ces mamans qui vivent la même chose que moi et qui sont seules, qui sont isolées, pour dire que ça va changer. Aujourd'hui, on est là, on va se rebiffer, on va se rebeller, on va pas se laisser faire. Et puis pour nos enfants, quoi, mhm, pour leur donner l'exemple, pour que parce que si ça arrive de nouveau, parce que moi j'ai connu, quand j'ai fait un témoignage sur Europe 1 l'autre soir, il y avait une maman qui s'est jointe au témoignage. Sa fille a eu 16 ans, a expliqué ce qu'elle avait vécu. On lui a placé son enfant, t'imagines, de 16 ans. Pareil, on a placé l'enfant mhm, de sa maman, hein, et elle a dit à sa maman, si j'avais su, je n'aurais rien dit. Mais mhm, non, non, moi je ne veux pas que ma fille, si un jour il lui arrive des choses illégales, abusives, qu'elle se taise parce qu'elle a peur des conséquences derrière, qu'elle ait peur pour moi, mhm, qu'elle ait peur pour tout le monde. Non, 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 mhm, je ne veux plus qu'on se taise. mhm, J'estime que qu'on est dans les droits de dire la vérité, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qui se passe, sans incriminer personne, mais voilà, en disant ce que l'on vit, et ben voilà, c'est un fait, c'est une vérité, bien que les vérités mhm. dérangent, mais voilà. C'est donc voilà le but de cette interview. Ah bah, super. Donc, concrètement, les personnes, elles peuvent venir te contacter si elles ont envie de témoigner, d'avoir du soutien. Donc, tout est dans la Je me tiens à description. leur disposition et comme beaucoup, en plus, voilà, Mhm, on est en train, j'ai merci la vie, elle m'a donné des opportunités et des rencontres exceptionnelles, donc je suis mhm, beaucoup aidée pour mettre en place, pour faire des choses. Euh, Loin d'être une complotiste, hein, comme on peut m'accuser, hein, parce que voilà, je le répète, je suis une simple maman, hein, 1,50 m, 45 kilos, voilà, je vais pas retourner le gouvernement, mais par mhm, contre, bah, je suis une vraie lionne parce que il est hors de question qu'on détruise la vie de ma fille. Donc, j'ai la chance d'être soutenue par des personnes exceptionnelles, ben, comme toi qui me donne la visibilité, Céline. Donc, voilà, je me tiens à disposition de toutes les mamans qui ont besoin parce que il faut qu'on se soutienne. Voilà. mhm. Unis, on sera plus forte de toute façon. Tout à fait, tout à fait. Et alors, si vous avez envie de soutenir notre association dans ce genre de travail, eh bien, Frédéric Houbec, qui est cofondateur de l'association Chocopa, a écrit un livre qui s'appelle Cette blessure, souvenir d'un enfance de l'assistante publique, et qui a eu donc c'est sa maman où ils étaient 7 enfants. Il y a eu des cas d'inceste aussi. Et ben, on lui a retiré ses enfants au lieu de l'aider pour qu'elle puisse aller travailler. Bon, voilà, au lieu de l'aider dans sa vie. Et alors, on a placé ses enfants un peu partout
pour pas qu'ils se Ouais. voient l'un envers l'autre et qu'elle puisse pas réussir à les voir, ce qui a fait qu'elle s'est fatiguée. Et alors, dans le livre, eh bien, il y a l'explication aussi pourquoi ces enfants rentrent dans les sectes. Parce que finalement, un enfant qui a été retiré de sa famille, où on a coupé les liens d'attachement, en fait, eh bien, ce sont des personnes qui vont rechercher une famille et donc qui ont beaucoup plus de chances de tomber dans des sectes que d'autres personnes, Horrible. voilà. Donc, ça explique tout ça, la sortie de secte. Et donc, voilà, je vous mettrai aussi dans la description. Il est disponible Super, sur merci. notre boutique. Voilà, et si jamais tu as envie d'en prendre connaissance, eh bien, d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que ça explique aussi le système judiciaire. Et nous, en 50 ans, parce que ça fait quand même 50 ans que ça s'est passé, eh bien, on s'est rendu compte que le système n'avait absolument pas changé. Bien au contraire, ça s'était empiré. En Belgique, en tout cas, et en France, ça a l'air de suivre aussi assez bien cela. Et donc, on a été assez choqués de voir que, comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu de remise en question et que ça s'est aggravé. Bon, ça, c'est une raison spirituelle qui serait peut-être intéressante de rechercher, en tout cas personnellement. Moi, je dis toujours qu'il faut aller dans le paroxysme pour pouvoir sortir de quelque chose. Et donc, quand les maltraitants seront bien mis en visibilité, la compréhension Oui, de pourquoi. en lumière. Mm. Voilà, mais voilà, malheureusement, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui parlent. Et finalement, même avec la censure, hein, on arrive quand même beaucoup plus facilement qu'avant à se mettre en contact. Et donc voilà, la technologie, quelque part, elle peut aider beaucoup. Alors, merci beaucoup à toi, Gladys, Merci pour Céline. Comme tu cela. parles de Belgique, comme tu parlais de Belgique, que tu es de Belgique, je veux faire un petit Oui, message aussi à Josh Wedner qui, c'est un papa qui se bat pour ses 5 enfants qui sont placés illégalement aussi. Il a créé une association en Belgique, parents-enfants familiales. Un clin d'œil à lui aussi qui milite beaucoup, qui fait beaucoup de choses. C'est un papa extraordinaire. Donc voilà. Et le dernier mot pour la fin pour ma fille, parce que c'est ce que je dis à chaque fois que je passe du temps dans ces interviews. Je ne suis pas avec mon bébé, mais voilà, c'est pour elle. Donc, ma fille, quand un jour tu verras cette vidéo, sache que je t'aime. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi. Tout ce que je fais, c'est pour te sauver, mon bébé, te protéger. Et puis bientôt, on va se retrouver. merci Merci, beaucoup. Céline. À, à tout bientôt alors, hein. Ciao, Très ciao. bien. Ciao.